Je vous remercie d'avoir répondu à notre appel, l'appel de l'Association pour le souvenir des fusillés du Mont Valérien, qui tous les ans rend hommage à tous les hommes qui ont été fusillés ici. Je dis tous les hommes parce que il n'y a pas eu de femmes fusillées au Mont Valérien, comme vous le savez peut-être. Les nazis les exécutaient, en général, elles étaient guillotinées en Allemagne. Donc il n'y a que des hommes qui ont été fusillés au Mont Valérien. Ils sont au nombre, aujourd'hui, identifiés de 1009, ce qui fait du site du Mont Valérien le plus grand site de fusillés en France. Nous allons maintenant débuter le spectacle avant la cérémonie proprement dite. Ce spectacle a été préparé par Viviane Théophilides et Sophie de la Rochefoucauld. Mais avant de commencer le spectacle, ils sont accompagnés, j'ai oublié de vous le dire, ils sont accompagnés par des élèves du lycée Jean Jaurès de Montreuil. Mais avant de commencer le spectacle, un des élèves de ce lycée qui participe au spectacle a eu un arrière-grand-oncle fusillé pendant la résistance, pour fait de résistance. Et nous avons souhaité, et il a souhaité lui-même, lire la dernière lettre de son arrière-grand-oncle. Donc, je lui passe le micro pour qu'il lise cette lettre. Le 14 décembre 1943, chère maman, condamnée à mort par le tribunal militaire du 30 novembre 1943, je viens d'apprendre aujourd'hui, le 14 décembre à 13h, que je serai exécuté dans l'après-midi à 16h. Je suis un peu triste de mourir sans te revoir. Également la femme de mon cœur que j'aimais tant. Mon frère, mon petit-neveu Jeannot, ma petite-nièce Jeannette et mes amis qui m'ont rendu de très grands services dans la vie. Je meurs content car je suis certain que la France ne peut pas périr, que ses fils qui survivront à cette tragique épreuve sauront faire le nécessaire. Ma chère petite maman, il ne faut pas pleurer. Sois fière et relève la tête. Et dis-toi bien que des millions d'êtres humains sont morts pour la liberté. Je n'ai fait que modestement mon devoir et je regrette de n'avoir pas fait plus. Et toi, ma petite femme chérie, je t'envoie mes meilleurs baisers et te demande d'être courageuse. On ne vit pas avec les morts. Le destin n'a pas permis que nous vivions ensemble. Embrasse tes parents pour moi, ainsi que mes amis. Dis-leur que j'ai su mourir en brave. Il faudra que tu refasses ta vie. Oublie-moi. Dis-toi bien que je t'ai aimé de tout mon être, et que lorsque je verrai les fusils du peloton d'exécution dirigés vers moi, je penserai à toi. Et vous, mes chers amis, qui seront peinés d'apprendre ma mort, je vous demande de travailler ferme pour que la vie de notre peuple soit belle. Je vais être exécuté avec un camarade qui m'a dénoncé. Je lui ai pardonné et ce pardon a renforcé son courage devant la mort. J'en suis très content. Adieu, chère maman, garde bon courage. Ne pleure pas ton fils. Il sourira devant le peloton d'exécution. Je te fais mon héritier. Tu recevras mes derniers objets et mon linge d'ici peu. Sois forte et espère en l'avenir. Vive la France éternelle. René Ruel. Le colonel Roll Tanguy, chef des FFI d'Île-de-France, comprit que la guerre des rues pouvait devenir favorable et répondit à l'impatience de ces soldats sans uniforme qui voulaient libérer la capitale sans attendre l'arrivée des Américains. Le mot d'ordre circula à la vitesse de l'éclair. Abattez les arbres, creusez des fossés anti-chars, dressez des barricades. C'est un peuple vainqueur qui recevra les Alliés. Attendre! Attendre! Et attendre quoi? Sur nous-mêmes qu'il faut compter, sur nos propres forces. Aux armes! Que Paris devienne une forteresse! Aux armes! Aux armes! Aux armes! On n'en a pas des armes, à part quelques fusils et quelques revolvers. On les trouvera! Ouais, écoutez-moi. Y a-t-il des volontaires pour construire une barricade? Je suis volontaire! Moi aussi! Moi aussi, je suis volontaire. Rue de la Condamine, rue Mariotte, rue des Dames, rue de Puteaux, rue Boursault, partout
dans Paris se dressent des barricades. Place Pereire, Porte d'Orléans, rue de Seine, boulevard Saint-Germain. Au carrefour Montmartre, à la hauteur du café de Madrid, un gros arbre est renversé. C'est l'âme d'un combattant espagnol qui vient nous soutenir. Eh les gars, l'arbre aussi veut résister. Bienvenue camarades. Bienvenue frère. Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés. Vous savez ce qu'ils ont fait les FFI à la porte des Lilas? Non. Et vous savez où est-ce qu'ils les ont mis? Dis-nous. Sur leur barricade. Par toutes les rues de Paris, les Allemands ne passeront pas. On fait comme des rats. Demain, c'est les bras en l'air qui défileront. Eh madame, ne traversez pas comme ça. C'est dangereux par ici. Parole de FFI. FFI ou pas, vous m'embêtez à la fin. C'est l'heure de faire mes courses, il va être midi. Ah, si c'est pas malheureux. Et voilà, elle aurait pu traverser la Révolution française sans s'en rendre compte. Comment construit-on une barricade? Non mais je rêve. Allô Gavroche? C'est une fille de Paris qui t'appelle. Je suis en compagnie d'un jeune FFI, plutôt mignon d'ailleurs. Et tu sais quoi? Ils veulent nous apprendre à construire une barricade au CPL. Ça te fait rigoler, hein? T'as raison. Ils n'ont pas l'air de savoir que la mémoire, elle traverse les siècles. Alors dis-nous si nous serons une ou deux voitures renversées les roues en l'air. Et même des camions allemands. Tiens, ces vilains scarabées. On va pas se gêner pour les mettre sur le dos. Et par-dessus tout ça, tout ce qu'on trouve dans nos arrière-cours et nos greniers. Et des planches à clous. Et des œillets en fer. Et des griffons. Et des malles et des valises. Des seaux percés. Et des jouets cassés. Oui, regarde, une brouette qui a perdu un pied. Allô? Hein? Quoi? Je t'entends pas. Oui, on y venait. Il dit ne pas oublier les sacs de sable. Et quoi? J'entends pas. Hein? Oui, on est en train là. Les pavés, évidemment les pavés. Paris qui n'est Paris qu'arrachant ses pavés. Bon, on te laisse, il y a du boulot par ici. On pense à toi très fort. À la prochaine. Voilà, il ne manque rien. Si, le drapeau. Le drapeau. Paris se tait. Paris attend. Non en ville soumise, mais en ville qui se refuse dans un silence dangereux. Paris attend et réprime sa colère sous le masque des mauvais jours où son sang a coulé pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu fais? Je peux t'aider? J'essaye d'écrire un poème. Il s'appellera La guerre sainte. La guerre sainte? Celle qu'on peut allumer en soi-même. Tu fais partie d'un groupe? Oui, je suis de la paroisse Saint-Marcel dans le 13e arrondissement. Et j'ai rejoint le groupe des jeunes chrétiens combattants. Ah, les JCC. C'est ça, oui, les JCC. Je fais un poème sur la guerre. Un vrai poème? Ce sera peut-être pas un vrai poème, mais ce sera une vraie guerre. Ce sera un appel aux armes. Un appel que le jeu des échos pourra me renvoyer et que peut-être d'autres entendront. T'as raison pour la vraie guerre. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes des combattants. Lisons un bout pour l'entendre. Ça commence comme ça. Pour combattre ces armées de traîtres, je n'ai qu'une toute petite épée, la parole. Coupante comme un rasoir, c'est vrai, mais si petite vraiment que je la perds à chaque instant. Je ne sais jamais où je l'ai fourrée. Moi, je sais dire à peine quelques mots, tandis qu'eux, ils savent même écrire. Mais on saura que je parle sérieusement, et que ce ne sont pas de vains bruits que je fais avec ma bouche. Je parlerai, pour m'appeler à la guerre sainte. J'en suis là. Ça vaut le coup que tu le finisses. Tu crois? Sûr. Vous entendez? Je parle au pays. Je place mes amis. Je prends la Russie. Attends, j'ai fini.
au matin, les brebis l'ont pris. Dans la nuit du 16 au 17 août 1944, quelques jours avant la libération de Paris, les SS et les occupants hitlériens massacraient 35 jeunes résistants, catholiques, francs-tireurs et partisans, organisations civiles et militaires, à la cascade du bois de Boulogne. Leurs corps affreusement mutilés furent retrouvés dans un garage 63 rue Chardon-Lagache. Ils étaient 35. 35 jeunes pour la plupart, originaires de Paris, Chelles ou Montfermeil, combattants de la liberté et de l'espoir. Ils sont tombés dans un guet-apens, massacrés par les Allemands et leurs complices. Nos frères sont morts pour que nous vivions libres. La jeunesse d'aujourd'hui leur rend hommage. François Bélanger, jeune chrétien combattant, JCC, 21 ans. Jacques Bernard, OCM, organisation civile et militaire. 3 fois arrêté par les Allemands, 3 fois évadé. 24 ans. Roger Bernard, son jeune frère, 20 ans. Charles Virette, 47 ans. Pierre Beutier, 18 ans. Henri Blanchet, capitaine FFI, 28 ans. Paul Bouchaillot, Claude Bouvel, Robert Chalard, 21 ans. Jacques Delporte, 17 ans. Jean Desfarges Marcel Douré, gardien de la paix. Jean-Pierre Dudrésil, Élie, JCC, 21 ans. Bernard Jans, gardien de la paix. René Vaugéras, FFI, FTP. John Gay, étudiant, JCC. Maurice Gilbert, boulanger, 28 ans. Guy Emery, 21 ans. Franck Raymond, FFI, 23 ans. Michel-Henri Richard, JCC, 21 ans. Georges Lorioz, Robert Magisson, 19 ans. Jacques Restignac, 18 ans. Pierre Rouillon, étudiant en première année HEC, il avait seulement 20 ans. Pierre Sarabérousse, JCC, 18 ans. Jacques Schulzer, 22 ans. Arthur de Smay, 20 ans. Maurice Tibéran, 19 ans. Georges Trapetti, jeune manœuvre, FFI, FTP. Luigi Vanini, 45 ans. Roland Verdeau, 19 ans. Son jeune frère a été fusillé comme otage. Il avait 16 ans. Gabriel Verdier, 42 ans. Jean Véron, 24 ans. Pierre Wezerka, 24 ans. Le 6 juin, ayant appris que les Anglo-Américains avaient débarqué sur les côtes normandes, le peuple de Paris sut alors que l'heure du grand soulèvement était proche. Les oiseaux de Paris me réveillent la nuit par leurs chants et leurs cris. Ils font bien plus de bruit que les autos, les oiseaux chaque soir à minuit. Dans mon île Saint-Louis, tout le monde les maudit, mais moi je les trouve gentils, les oiseaux de Paris. Voici. Et si on racontait l'histoire du petit cheval? Bravo Jean. Écoutez ma complainte. Écoutez l'histoire de ma vie. C'est un orphelin qui vous parle, hein, qui vous raconte ses petits ennuis. Un jour, un général, ou bien c'était une nuit. Une nuit. Un général eut donc. Un général eut donc. Ah, je sais, c'est le verbe avoir. Bah oui. 2 chevaux
Le général parlait tout seul la nuit. Attaque! Parlait en général de ses petits ennuis. Ah bah c'est normal, hein, c'est en général. Non mais c'est en général, voyons. Et c'est comme ça que mon père, et c'est comme ça que ma mère, une nuit, sont morts d'ennui. Pour moi, la vie de famille était déjà finie. Sortons de la table de nuit. Attendez. Comment ça, sortons de la table de nuit? Sortons de la table, virgule, de nuit. Sortons de la table de nuit. Au grand galop, je m'enfuis. Je m'enfuis vers la grande ville où tout brille et tout luit. En moto, j'arrive à Sabi en paro. Bah, excusez-moi, hein, je parle cheval. Un matin, j'arrive à Paris en sabot. Je demande à voir le lion. Pourquoi le lion? Bah, le roi des animaux. Et paf, je reçois un coup de brancoin sur le coin du naseau. Car il y avait la guerre qui continuait. On me colle des œillères, me voilà mobilisée. Et comme il y a... pauvre bête. Non, c'est bien fait pour elle. Et comme il y avait la guerre qui continuait. La vie devenait chère, les vivres diminuaient, et plus elles diminuaient, plus on me regardait, avec un drôle de regard. Miam. Et les dents qui claquaient. On m'appelait beefsteak. Je croyais que c'était de l'anglais. Mais c'est de l'anglais. Tous ceux qui étaient vivants et qui me caressaient. Attendez que je sois mort pour pouvoir me bouffer. Une nuit, dans l'écurie, une nuit où je dormais, j'entends un drôle de bruit. Une voix que je connais. C'était le vieux général. Le vieux général qui revenait. Qui revenait comme un revenant. Avec un vieux commandant. Et il croyait que je dormais. Et il parlait très doucement. Assez de riz à l'eau. Nous voulons manger de l'animal. Quelqu'un lui met dans son avoine des aiguilles de phono. Quoi? Des aiguilles de phono. Ah oui. Alors, mon sang ne fit qu'un tour. Comme un tour de chevaux de bois. En sortant de l'écurie, je m'enfuis dans les bois. Maintenant, la guerre est finie. Le général est mort. Est mort dans son lit. Mort, ça fait le mort. Mais moi, je suis vivant. Et c'est le principal. Bonsoir. Bonne nuit. Bon appétit, mon général. Bon appétit. Qui veut le programme des jours heureux? Demandez le programme de la résistance. Le Conseil national de la résistance. Les jours heureux, qui n'a pas son programme? Qui n'a pas le programme des jours heureux? Les jours heureux du CNR. Qui n'a pas son programme? Prends le micro même. Allez. La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que ce soit ainsi promu une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Du temps, je n'étais qu'un gosse. Mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le temps: petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous ne pouvons pas avancer. Mais si
où tu succomberas. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Ce pieu est si grand et si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons la liberté. Mais si nous tuons, tu succomberas. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du bâton noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Mais si nous succomberas, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Et nous tirons fort, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Et sans tarder, je vais passer le micro à Robin Renucci, qui est directeur de la compagnie. Bon après-midi. France bloque Sérazin aux époux touchés, à ses amis, prison de Hambourg-Wallagen, Allemagne, 12 février 1943. Mes amis, ce soir, je vais mourir. À 9 h, on m'exécutera. Je n'ai pas peur de quitter la vie. Je ne veux seulement pas attacher ma pensée sur la douleur atroce que cela met de vous quitter tous, mes amis. J'écris en même temps 2 lettres, à papa et maman et à Fredo. Ceci est pour vous, Monette chérie, pour toi, ma tante Mémène, pour ma Claude, moitié de moi-même, pour mes bien-aimés, Marianne et Michel, pour toi, mon Gérard, pour vous, mes chéris, et vous, tous. J'écris 2 autres lettres, arriveront-elles? Je pense aussi à Berthe et à tous ceux que j'ai aimés. Madame Dreyfus est la dernière amie que j'ai vue avant de quitter le sol français. Je l'embrasse. Beaucoup de camarades vous renseigneront sur ce qu'a été ma captivité. Je ne vous la raconte pas, je n'en ai d'ailleurs pas envie. Ce que je veux, c'est vous dire au revoir.
je meurs sans peur. Encore une fois, la seule chose affreuse, c'est de se quitter. Je serai très forte jusqu'au bout, je vous le promets. Je suis fier de tous ceux qui sont déjà tombés, de tous ceux qui tombent chaque jour pour la libération. Je vous demande à tous d'entourer maman et papa, de rester près de Fredo, de m'élever mon fils adoré, il est à vous tous. Si tante Mémène continue à voir Eliane, j'en suis heureuse. Merci à tous mes amis bien-aimés. Vous savez que j'ai eu une vie heureuse, une vie dont je n'ai rien à regretter. J'ai eu des amis et un amour, vous savez, et je meurs pour ma foi. Je ne faillirai pas. Vous verrez tout ce que je ne verrai pas. Voyez-le et pensez à moi sans douleur. Je suis très calme, heureuse. Je n'oublie personne. S'il y en a que je n'ai pas nommés, cela ne veut pas dire que je les oublie. Je pense à vous tous, tous. Je vous aime, mes amours, mes amis, mes chéris, mon Roland, France. Juin 1940, sur la route, Amala et Lucie. La voix intérieure d'Amala et la voix intérieure de Lucie les accompagnent. Il fait beau! Incroyable comme il fait beau! C'est rageant, le soleil n'a pas écouté les infos, il ne sait pas que c'est la guerre. Heureusement, il nous reste au moins ça. Dire que ce sont les vacances. Les gares fermées? Mais quel cirque! Ces familles, ces gosses, ces grands-pères, ces grands-mères, avec leurs lits, leurs chiens, leurs chats, leurs chaises, leurs guéridons, leurs matelas, dans des brouettes, dans des charrettes, sur des voitures. Et sur des vélos aussi. Heureusement qu'il nous reste nos vélos. Oui. Est-ce qu'on arrivera? On doit retrouver la famille de Lucie à Moissac. C'est loin. La route, ça ne me fait pas peur. J'ai mon carnet de poésie et puis je note ce qui me plaît. Après, je le récite dans ma tête. L'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres. La terre est bleue comme une orange. Premièrement, à haute voix, l'amour agile se leva. À haute voix, l'amour agile se leva. Merci, Éluard. Moi, j'ai passé le col du Bertus il y a un an avec une couverture sur le dos. En février 39, l'arrêt de Chirada. Il faisait froid. Je n'avais jamais eu aussi froid. Après, c'était Argelès, le camp sur la plage. Terrible. Et puis, Aubervilliers, chez les Leroy, des gens épatants. Ils voulaient que je reste chez eux, mais je veux retrouver mes parents. À midi, elle s'arrête dans un café. Tout le monde écoute la TSF. Et là, on entend une voix triste. C'est le maréchal Pétain qui vous parle. En ces heures douloureuses, je pense aux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. C'est le cœur serré que je vous dis, il faut cesser le combat. Nous n'avons pas le choix. Les forces allemandes sont supérieures. Il faut se rendre, demander armistice. Non alors, elle est où la France? Il en reste bien quelque chose. Je sors du café, j'ai tellement mal au cœur que je vomis dans la rue. La France, la patrie des droits de l'homme. Amala, je suis là. Ça va? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle est verte? Tout va bien. Cette fois, c'est trop. Un deuxième exode? Allez, viens, on repart. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous à pleurer? Ce n'est pas le moment de pleurer. René Char avec nous. Tiens, vis-à-vis des autres, ce que tu t'es promis à toi seul, là est ton contrat. Les fascistes sont en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Belgique, en Belgique, en Pologne et maintenant en France. Et moi, je vais avoir 20 ans. Où faudra-t-il aller pour leur échapper? Sur la Lune? Regarde, des avions! C'est des Français là-bas! La poussière, c'est Italiens! C'est comme après la prise de Malaga, le bombardement sur la route, le long de la mer, pareil! Ils nous visent! Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr qu'ils nous visent! SOS Poésie! La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur.
Le gars là-bas, il te regarde. Oui, j'ai vu. Il a parlé gentiment à un gosse qui pleurait et il l'a calmé. Faut le faire. Salut les filles. On se connaît? Non, Philippe. Lucie, Amala. Vous êtes à vélo? Moi aussi. Elles sont vraiment bien ces filles. Il y en a une qui récitait une poésie. Les filles, hier soir j'étais avec des gens qui ont capté la radio anglaise. Ça doit être un bourgeois. Tu parles anglais? Non, c'était en français. C'était un général. Il a dit qu'il s'appelait De Gaulle. Il a dit, la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Nous allons reconstituer nos forces, nous allons nous battre et la France sera présente toujours de la victoire. La victoire? Mais il ne connaît rien à la politique. Les Allemands vont écraser l'Angleterre. La Russie ne bougera pas avec le pacte germano-soviétique. Et toute l'Europe sera fasciste. C'était un vrai général? De Gaulle, c'est sûrement un faux nom. Personne ne peut s'appeler De Gaulle. C'était officiel, sur la BBC. La patrie, je n'y pensais jamais avant. Tu ne pensais jamais à la France? La République, la patrie, en Espagne, nous ne pensions qu'à ça. Moi non plus, je n'y pensais jamais. C'était des histoires de vieux, 14-18, les anciens combattants, les cérémonies, les commémorations. Et maintenant? Et maintenant, je pense à tous ces peuples qui, comme nous, ont dû fuir du jour au lendemain sans rien. Que d'hommes tombés sur ces terres, comme sur toutes les terres du monde, en larmes de sang, fuyant l'ennemi, laissant des villes en flammes et serrant leurs enfants sur leur cœur. Personne n'a jamais pensé avec sympathie à tous ces morts innombrables. Leurs ombres plaintives se lèvent sur le chemin en murmurant « Nous avons connu tout cela avant toi ». À côté de moi, une personne me dit « On n'a jamais vu des horreurs pareilles ». Moi, je m'entends répondre « Mais si, madame, mais si ». Le drapeau, la nation, tout ça avant ça me faisait sourire. Maintenant, je me dis que la patrie, c'est comme l'air. L'air, on le sent, on le respire. Et quand il n'en a plus, on meurt. La vie, ce n'est pas une plaisanterie. Tu la prendras au sérieux, la vie. Tu verras, il y a le bruit des bottes, et puis après, le silence des pantoufles. Les gens qui se taisent, qui te ferment la porte au nez. Tu penses que les Français vont s'écraser? Pas moi en tout cas, pas moi, jamais. Je vais prendre mon journal intime, je veux tout noter. Comment garder le moral? Moi, j'écris de la poésie. Moi, je pense à ma famille. Moi, je prie. Et moi, je lis. Moi, je chante. Et puis, on écoutera la BBC. Et je vais accompagner ces filles un bout de chemin si elles veulent bien. Tous les émetteurs français sont sous contrôle allemand. Seule radio libre, la BBC, émet entre 20h30 et 21h en français. Cette demi-heure est divisée en 3. 1. Le bulletin d'information. 2. Les 5 minutes de la France libre. En 1940, voici l'émission de la Légion française. Liberté, égalité, fraternité. En 1941, voici le porte-parole des Français libres. Honneur et patrie. En 1942, voici le porte-parole de la France combattante. En 1943, voici le porte-parole du Comité français de la libération nationale. Les consignes de résistance passive puis de lutte active. Le plus souvent, Maurice Schumann, Pierre Brossolette, des résistants de passage à Londres. 3. L'émission. On l'écoute, c'est dangereux, on risque 6 mois de prison. Au plus, les bureaux de la BBC à Londres, Cecilia Reed, jeune journaliste anglaise responsable des programmes dans la France, et Raymond Marchibert du ministère britannique de l'Information. Les news, les appels militaires, ça ne suffit pas. Il faut donner la parole à des artistes. Des artistes en temps de guerre, ils vont dire tout ce qui leur passe par la tête. Ils sont incontrôlables. Ce n'est pas avec des communiqués qu'on secourra l'Apache. Il nous faut de la littérature, de la musique, de la poésie. Vous rêvez, Cecilia, c'est la guerre. Il faut rêver, surtout en temps de guerre. Je rêve d'une émission poétique. Et responsable. L'un n'empêche pas l'autre. Well. Faisons un essai. Où trouver les herbes qui pourra la diriger? La résistance est à peine commencée. Il y a déjà 3, 4 tendances ou plus. Ils ne sont pas tous gorilles, vous savez. Faire l'unité, ce ne sera pas facile. Ils la feront. En attendant, je connais un homme de cœur, un homme de conviction qui n'appartient ni à un parti, ni à un autre. Michel Saint-Denis. Michel Saint-Denis? Je ne connais pas. Normal, je n'ai jamais fait de cinéma. J'ai travaillé au Vieux Colombier et je dirige une école de théâtre. Je suis metteur en scène et comédien. Et vous avez fait dans la radio, of course? Non, jamais. Jamais? Vous savez comment se prépare une émission? J'en ai une petite idée. Une petite idée. Je sais parler, apprendre aux autres à parler, écrire un dialogue, diriger un groupe par un imprévu. Le théâtre est au croisement de tous les arts. Comme la radio, c'est un art populaire,
un art du direct comme la radio. Il m'a l'air bien jeune. Pour livrer ce texte, je vous délègue James Darcy Gilly pour vous aider. James Darcy Gilly, il allait devenir mon mari. Jean, viens vite, vite, vite. Nous avons un créneau sur la BBC. Yes, formidable. Jean Marin, mon premier compagnon. Il est plus jeune que moi, mais lui, il est journaliste. Alors, comment appeler notre émission? Les voix françaises? Fréquence Liberté. Sur le fleuve de la liberté. Le flux de la liberté? Les Français libres? Les ondes de la liberté? Fréquence Liberté, monsieur. Non, Fréquence Liberté, c'est meilleur. Ça sonne mieux. Les Français parlent français? Quoi? Les Français parlent français. Oui, c'est ça. Les Français parlent français. Oui, mais les, c'est trop triomphaliste, plutôt des. Des Français parlent au français. Non, nous ne sommes pas des noyés dans la masse, nous sommes les seuls représentants de tous ceux qui ne peuvent pas parler. Tu as raison. Un article défini ou pas, cela change tout. Ici, Londres, les Français parlent français. Ici, non. Les Français parlent au français. Honneur et patrie. 11 juin 1942, 21h49. Il y a quelques semaines, nous vous avons lu le récit d'un témoin sur le massacre de 27 martyrs à Châteaubriand. Des otages, choisis parce que communistes et résistants. Parmi eux, Guy Moquet, 17 ans. Le 27 février, les Allemands ont exécuté au Mont-Valérien un nouveau groupe de 80 résistants. Parmi eux, Vildé, Andrieux, Levitsky, Itier, Walter, Sénéchal, Nordman. Pour éviter le gaspillage des munitions, comme ils disent, ils ont fixé sur le cœur de chacun une cible. Les condamnés firent preuve d'un tel courage que l'officier allemand qui commandait le peloton se mit au garde à vous devant eux. Il salua Boris Vildé, le dernier à passer, quand il se mit à marcher vers le poteau. Boris Vildé et Anatole Levitsky étaient de jeunes savants. Ils appartenaient au réseau du Musée de l'Homme avec Germaine Tillon, déportée. C'étaient les meilleurs des camarades. Levitsky étudiait le jour et gagnait sa vie la nuit comme chauffeur de taxi. Leur fervente équipe était un défi au racisme, aux doctrines dégradantes, d'esclavage et d'antisémitisme, à la nouvelle barbarie qui menace le monde. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait, sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait. Et le jour se leva pour lui, Paul Éluard. La ville de la joie, du bonheur, de l'élégance. Et une fois de plus, redevenue la ville du courage, des héros, du sacrifice. Comme en 1789, comme en 1830, comme en 1848. Entre le 19 et le 22 août 1944, cher Paris, toi dont les murs ont souvent été écorchés par les balles, tu as montré au monde et à la France que tu es toujours le cœur battant de la liberté. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Les gens des hommes Sont plus beaux qu'eux-mêmes, Plus lourd d'espoir. plus tristes, plus durables, plus que les hommes. J'ai aimé leur chant. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. quel que soit leur langage. J'ai toujours compris les chants. En ce monde, de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et entendre, de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre. Rien ne m'a jamais rendue aussi heureuse que les chants des hommes.
Nous sommes heureux de vous retrouver, toute l'équipe des Très Tôt de France, et puis répondre à cette triple fidélité qui nous réunit. D'abord, évidemment, celle envers les femmes et les hommes de courage qui sont tombés ici pour notre liberté. Fidélité à l'association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien et d'Île-de-France, à leurs familles, évidemment, et puis une fidélité à la pensée humaniste qui préside à tout cela, celle de l'éducation populaire, celle que Jean Zay nous a prodiguée et que nous continuons au sein du Centre dramatique Les Très Tôt de France de faire perdurer par la transmission, la formation, l'éducation, la rencontre des jeunes gens avec le théâtre et avec ses valeurs qui sont celles du CNR. Donc il est important pour nous que nous ayons pu transmettre autant que nous l'avons pu à ces jeunes lycéens de seconde du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, en remerciant le proviseur du lycée, les professeurs, le professeur qui est très engagé aux côtés de ces lycéens, et de permettre aux 3 comédiens des Très Tôt de France d'encadrer cet atelier, voilà, pour que, comme le dit Bertolt Brecht, le ventre fécond de cette bête immonde ne produise pas. Voilà. Merci à tous et bonne après-midi, sans la pluie j'espère. Tu es contente? Merci, vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Je suis contente. Alors, puisque vous êtes là, je veux vous dire... Plus fort, Mamounia, on n'entend rien. Je veux vous dire... Quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux vous dire, ne vous moquez pas. La vie, elle est fragile, la vie. C'est une petite bougie qui brille, brille, brille. Quelqu'un en passant comme ça, d'un seul coup, peut la souffler et l'éteindre. Par violence, par négligence, par vengeance, par bêtise. Oui, la souffler et l'éteindre. Le bonheur, la liberté, ça peut s'éteindre. Quand j'avais votre âge, j'ai cru qu'on allait rester pour toujours dans le noir. Parce que c'était la guerre? Tu te souviens de tes 16 ans, Mamounia? Comme si c'était hier. À quoi tu pensais, toi, quand tu avais 16 ans? À mon bac. À ton bac, en pleine guerre? C'est ça pour me faire travailler? Non, j'en rêvais la nuit. Ce que j'ai passé, c'est la ligne de démarcation. Mais ce que j'aurais voulu passer, c'est mon bac. Étudier, lire, découvrir, chaque jour de nouvelles choses. Voir les autres, partager, préparer l'avenir. Vous ne pouviez pas savoir ce que c'était pour nous. Et tu l'as passé finalement, ton bac? Non, mon père a rejoint le maquis. Nous sommes tous partis dans la Creuse. Je revois mon père avec un revolver passé dans la ceinture. Lui, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Et l'amour? Tu avais un amoureux? Oh oui. Il s'appelait comment? Michel. Et alors? On a dû se séparer. Après, mes lettres sont revenues. Parti sans laisser d'adresse, et lui, il ne savait pas où j'étais cachée. Après-guerre, j'ai su qu'il avait été volontaire au Corps franc liberté. Il a été fusillé, il n'avait même pas 20 ans. Oh, désolée, excuse-nous si on avait su. Au contraire, ça me fait du bien de parler de lui. Je n'ai jamais l'occasion de parler de lui. Vous étiez dans la même classe? En ce temps-là, les filles et les garçons n'allaient pas à l'école ensemble. Dans son lycée, il y a eu beaucoup de résistants. Aujourd'hui, c'est le lycée Jacques Decoux. On lui a donné le nom d'un prof qui a été fusillé au Mont-Valérien. Un prof extra, tout jeune. Il a été fusillé. Il avait 32 ans. En fait, il s'appelait Monsieur Daniel de Courtemanche. Nous, on l'appelait Courtemanche. Pour les jeunes vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend et vous lâche plus. Oh, je suis swing, je suis swing. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou ce que ça peut briser. Vous croyez vraiment que c'est le moment de faire les zouaves? Eh Tony, un peu d'humour, ça n'ira pas mieux en faisant la gueule. On va peut-être avoir la guerre, vous chantez, vous dansez, vous êtes inconscients. La guerre a été arrêtée, non? Avec ces accords signés à Munich, Hitler va nous laisser tranquilles. On vit une époque décisive, une époque qui va compter dans l'histoire. Il faut se documenter, il faut réfléchir. Toutes les époques comptent, surtout quand on est dedans. Moi, la politique, je m'en moque. Ce que je vais faire, c'est médecine, le reste... Daniel, toi qui es si intelligente, tu devais quand même savoir qu'il y a des membres de la politique. Si tu ne t'en équipes pas, c'est elle qui s'occupe de toi. Et alors là, c'est pas swing du tout, tu sais. Ruben, tu dis ça parce que tes parents sont venus d'Arménie. La politique, eux, ils ont souffert. Ils ont souffert surtout du racisme. C'est la politique qui les a sauvés. Vous savez, il y a des moments où on ne peut pas se sauver tout seul. Mes parents, ils ont été sauvés par la France.
par la solidarité. C'est la marine nationale française qui est venue à leur secours en 1915. Le marin français. Ils ont ramené 4000 personnes à Marseille. Moi, ma mère me répète tout le temps tout sauf la guerre. Mon père est revenu complètement fou de la dernière et invalide en prime, alors ça suffit. Ça ne finira donc jamais, il faudrait déclarer la guerre à la guerre. Il faut déjà que l'on puisse voter. C'est nous qui allons vivre la suite et on n'a même pas le droit de vote. Moi, je veux donner mon avis. Allez, pas de panique. Ça va se calmer. Il n'y aura pas de guerre enfant. T'es idiot! Eh là, stop, Carlo, pas d'insulte. T'es idiot! Carlo explique que de répéter t'es idiot comme un perroquet. Il faut résister. Et résister, c'est d'abord ne pas propager n'importe quel bobard, imbécile. Vous ne vous rendez pas compte, dès que les nazis ont été au pouvoir, ils ont éliminé tous les opposants. Ça a été très vite. C'est la dictature et c'est le racisme. Contre les juifs, contre les noirs, contre les métis, contre les étrangers, contre les homosexuels, contre les syndicats, contre les politiques. Des communistes, pan. Des social-démocrates, pan. Socialistes, pan. Syndicalistes, pan. Tu dis que l'IR n'a pas raison, tu disparais. Tu écoutes du jazz, on te rase les cheveux et à l'armée. À l'école, en primaire, j'ai eu comme exercice de maths. Un handicapé coûte 2000 marks par an à l'État. Combien de logements peut-on construire avec cette somme pour de vrais Allemands? Et puis après, ils ont regroupé les handicapés dans des centres, leurs familles devaient les amener, et ils ont fait disparaître. Je ne sais pas comment, on ne savait pas où ils étaient. C'est pas possible. Dès qu'un groupe commence à se sentir supérieur à tout le monde, il y a du danger dans l'air. C'est mauvais signe. Et les autres, les sous-hommes, les pas comme eux, ils en font leurs esclaves, ou bien s'ils résistent, ils les tuent. C'est pas possible. Personne ne se révolte? Si, bien sûr, mais pas assez. Mon père s'est opposé à tout ça dès le début. Il était député. La Gestapo est venue, ils l'ont emmené, ils l'ont tué, sans procès, sans rien. Vous ne vous rendez pas compte. C'est infâme. Pourquoi les Allemands soutiennent des choses aussi horribles? Hitler promet de tout résoudre pour les purs Allemands. La pauvreté, le chômage, tout. Tout ce qui ne va pas, c'est de la faute des autres. C'est qui les autres? Les banquiers, les juifs, les demi-juifs, les noirs, les demi-noirs, les capitalistes, les étrangers, les français, les anglais, les démocrates, les bolcheviks. Les trop petits, les trop vieux, les trop faibles, les trop... J'ai honte de mon pays. La première manifestation publique de la résistance fut une initiative de la jeunesse des écoles. Paris est couvert de drapeaux nazis avec la croix gammée comme une grosse araignée noire. Et partout, des soldats armés. C'était très risqué. Qu'est-ce qui vous a décidé? Moi, c'est improvisé. En début de semaine, il est passé dans toutes les classes. La commémoration du 11 novembre a été supprimée par ordre du maréchal Pétain. Pourtant, Pétain était l'artisan de la victoire du 11 novembre 18. Duméla était devenu l'artisan de la défaite. Pétain avait décrété qu'il ne devait y avoir aucune manifestation du patriotisme ce jour-là. Cette lâcheté, ça m'a révolté, ça m'a mise en colère. Moi, c'est Louise qui m'avait donné un appel écrit à la main sur une feuille de cahier. Rendez-vous des jeunes le 11 novembre à 17h30. Apportez des fleurs et des insignes du tricolore. On a recopié le papier. Moi, je veux devenir violoniste. Alors ce n'est pas recommandé pour la souplesse du poignet de recopier des tracts. Mais là, je me suis dit, tant pis, c'est quand même plus important. Recopie ces lignes et diffuse-les. Recopie ces lignes et diffuse-les. Recopie ces lignes et diffuse-les. Et je recopie avec les autres. L'abbé disait, étudiant de France, le 11 novembre restait pour toi, jour de fête nationale, malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours, tu iras honorer les soldats inconnus à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le synode du plus grand encore, tous solidaires pour que vive la France!
Bravo Marie, bravo Daniel. Une pour toutes et toutes pour une. C'était signé? Non, c'était pas signé, c'était tous contre l'occupant. Vous êtes tous allés manifester? Non, pas moi. Je n'ai plus de papier. Les réfugiés ont été dénaturalisés. On est devenus sans papier. Apatrides. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour nous. Mon père a été envoyé dans un camp au Vernet. Il m'a dit qu'il a retrouvé des anciens combattants de la colonne Dreyfus, de la guerre d'Espagne. Et dire que ce sont eux qui se sont battus contre les fascistes et qu'ils se retrouvent dans un camp, mais c'est révoltant. Ça les protégera peut-être de la vengeance des Allemands. Comment avez-vous fait pour distribuer vos tracts? On s'est vite devant le lycée. Un surveillant est arrivé. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, vous voyez bien, je distribue des tracts. Tenez. Il lit et me dit. C'est bien. C'est très bien ce que vous faites. Donnez-les-moi, je vais les distribuer. Je ne lui ai rien donné du tout. J'étais sûre qu'il allait les jeter à la poubelle. Il paraît que le professeur en a fait taper à la machine pour les profs. Vous avez entendu l'appel du général de Gaulle? Non, on n'a pas la TSF. Il s'appelle vraiment de Gaulle ou c'est un faux nom? C'est son nom. Moi, je l'ai entendu, le 18 juin. C'était vraiment extraordinaire. Il a dit que le combat n'était pas fini, qu'il ne fallait pas renoncer, que les Anglais étaient avec nous et qu'il fallait que les Français résistent pour être présents le jour de la victoire. Et vous, Tony? Vous êtes aux jeunesses communistes. Le parti communiste appelé à manifester? Non, mais j'ai manifesté. Le soldat inconnu, c'est important. C'est le symbole de ceux qui ont donné leur vie. Le peuple, les anonymes. Et puis il fallait montrer aux Allemands que la France n'était pas devenue une annexe du Reich. Moi, j'avais accroché à mon manteau un bouquet bleu, blanc, rouge. Les gens m'applaudissaient dans la rue. Nous, on avait bricolé une carte de visite géante en carton, avec marqué dessus, avec les compliments de Charles de Gaulle. Mais elle a tout de suite été enlevée par la police. Dommage, ça avait du panache. Il y avait au moins 100 filles du lycée La Canale, avec des cocards tricolores. Plein de monde. Vers 6 heures, les flics ont essayé de nous disperser. On n'a pas bougé. Alors, ils ont appelé les Allemands. J'ai vu des camions de soldats arriver vers le rond-point des Champs-Élysées. Ils ont pris position avec des fusils mitrailleurs. Quand on a vu ça, on s'est mis à crier, à siffler. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Avant, on avait défilé en silence. Puis ils ont chargé. Et ça a été la panique. Quand je pense qu'il y en a qui disent regardez les Allemands, comme ils sont corrects, comme ils sont polis. Je vous en prie, matin après faux. Fallait les voir. Des sauvages, des brutes. Ce qui m'a dégoûté, c'est que les policiers français les aidaient en bloquant les entrées du métro. Un flic m'a hurlé dessus. Rentre chez toi, espèce de petit con. Rouben et moi, c'est un flic qui nous a sauvé la vie. Il a crié attention les gars, par là, vite, il vous tire dessus. Je me suis retournée, j'ai vu que les soldats nous mettaient en joue. Les soldats allemands nous mettaient en joue. Incroyable, on a filé. Michel a reçu une balle dans le mollet, ça saignait. On se réfugiait tous les deux dans l'entrée d'un immeuble. Un Allemand, un gradé je crois, nous suivait. Il est venu vers nous. Je soutenais Michel parce qu'il avait très mal. Ça saignait beaucoup, il était à 2 doigts de s'évanouir. Et là, l'Allemand nous a bien regardés dans les yeux. J'étais prête à essayer de lui parler. Et lui, à 2 mètres à peine, froidement, il a sorti son revolver et il lui a tiré une balle dans la cuisse. Michel s'est écroulé, j'ai hurlé, les copains sont arrivés, ils se sont interposés, ils ont arrêté une voiture, ils ont porté Michel à l'intérieur. Où est-il maintenant? À l'hôpital Marmottan, ça va aller. Le conducteur de la voiture a été extraordinaire. Moi, j'ai foncé dans un mur avec Tony. On a grimpé au 6e. D'en haut, on a tout vu. Ils ont envoyé des petites voitures militaires qui montaient sur les trottoirs en zigzagant à toute vitesse. Ils percutaient les gens, ils les projetaient en l'air, ils roulaient sur les corps. C'était irréel, c'était dingue. J'ai vu plein d'arrestations, des filles et des garçons, le visage plein de sang. Ils étaient traînés dans des camions qui partaient immédiatement pour je ne sais où. C'était la guerre, on était en plein dedans. On ne s'attendait pas à ça. Pas du tout. Il y eut 2500 manifestants, majoritairement des lycéens. 1000 arrestations. Et dans les hôpitaux parisiens, beaucoup de blessés. Des morts, on ne le saura jamais. En mai 42, le port d'un insigne, une étoile jaune que l'on doit payer avec un coupon de tissu, est imposé aux personnes d'origine juive. T'es juif? C'est pas possible, tu nous avais pas dit.
Pourquoi le dire? Pourquoi raconter les origines de sa famille si on ne vous le demande pas? Je suis française, ma famille est en France depuis le Moyen-Âge, ou à peu près. Tu vas le porter ces temps-ci? En classe aussi? C'est obligatoire, parce qu'il se trouve que j'ai 3 grands-parents de confession israélite. Eh bien moi, je vais faire une gélouille d'Azazel. Voilà. L'autre jour, pendant le cours, un prof a fait une allusion vraiment moche. Il a dit « Sarah, vous devriez rejoindre vos congénères à Drancy. » J'étais écœurée. Je ne savais pas quoi dire. Alors pendant tout le cours, j'ai tenu la main de Sarah pour lui dire que j'étais avec elle, que j'étais de son côté. Moi, je n'arrive pas à convaincre mes parents de partir en zone libre. Mon père est un ancien combattant de 14-18. Il a été décoré. Il adore Pétain. Il est sûr qu'il ne risque que rien. Il ne veut pas partir. Linda est allée voir son père au Vernet. Il paraît qu'il crève de faim là-bas. Nous aussi on crève de faim. Avec mes tickets, j'ai droit à un demi-litre de lait par semaine. Tu vois ce que ça fait par jour? Et puis j'ai froid aux pieds. J'avais donné mes chaussures à réparer au cordonnier. Et quand je suis partie les reprendre, il m'a dit qu'il y avait un supplément. Maman n'a plus un sou. Elle ne peut pas les payer, alors il les a gardés. Il ne veut même pas me les rendre. J'en aurais pleuré. Quel salaud! Il y en a qui en profitent, qui font du marché noir. Mais à la Libération, ils passeront un sale quart d'heure. Le 30 mai 1942, le directeur entre dans la salle. Un papier à la main, l'air grave. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Votre professeur, M. Daniel Courdemanche, a été arrêté et fusillé par les militaires qui nous occupent. Il m'a fait parvenir une lettre qui m'a chargé de vous lire. La voici. Ayant l'autorisation de vous écrire, je veux m'adresser auprès de vous, d'interrompre brusquement mon service. Excusez-moi auprès de mes élèves et faites dire spécialement à mes élèves de première que j'ai bien pensé à la dernière scène d'Egmont, que nous avons travaillé ensemble sous toute réserve de modestie. Egmont de Goethe, je m'en souviens. Ça remonte à bien loin de nous cette histoire. On ne comprenait pas grand-chose. Mais maintenant, c'est vrai. C'était vrai. C'était notre prof. Egmont de Goethe disait « Je meurs pour la liberté pour laquelle j'ai vécu et lutté. Je meurs pour ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. » Voilà. Quand vous lirez cette lettre, je ne serai plus de ce monde. Je meurs pour que vous soyez libres, qu'on ne nous oublie pas, qu'on rende justice à notre souvenir après la guerre. Ça suffit. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Oui, je suis française maintenant. J'ai demandé la nationalité française et je l'ai obtenue. J'ai choisi la France. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a pas l'apartheid comme en Amérique. Quand je suis retournée en Amérique, on me refusait l'entrée d'hôtels, de boutiques, de restaurants, de cafés, uniquement parce que j'étais noire. Malgré ma notoriété, malgré ma richesse, c'est le racisme. Vous aussi, on vous refusait l'entrée? C'était la ségrégation? C'est affreux, ça ne finira donc jamais. Les hommes n'apprendront jamais la leçon. Nous sommes tous semblables. Pas pareils, mais semblables et égaux. En Amérique, je ne pouvais pas prendre un café avec des blancs. Je devais utiliser les toilettes pour les gens de couleur. C'est comme ça qu'ils disaient à Saint-Louis. Et je devais monter dans la dernière voiture du train. Et pourtant, j'ai eu un succès fou dans les salles avec mes shows. L'apartheid, c'est absurde. Il faut toujours se battre comme les Français qui se sont battus pour les droits de l'homme. Le public français m'a aimé, et moi je l'ai aimé. J'ai tout de suite compris ce que préparaient les nazis. Une ségrégation dans toute l'Europe entre eux et les autres. Qui est français? C'est simple. À mon avis, celui qui la défend, celui qui est d'accord avec ses valeurs, qui défend sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Sur mes cahiers d'écolier, sur mes pupitres et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre et sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Car je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté!
Mais cette année, nous avons le privilège d'avoir un grand acteur, Robert Hossein, qui nous a proposé de lire un poème, mais il va vous expliquer lui-même pourquoi il a écrit ce poème. Donc je passe la parole maintenant à Robert Hossein. Merci. Merci. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Parce que ça ne sera pas de ma faute, mais celle du micro. Je plaisante, voilà. Je suis très ému et touché de vous lire ce poème parce que le frère de ma mère, mon père était un très 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 grand musicien, symphonie, concerto, ballet, tout ce qu'on voudra, et cinéma. Et ma mère, qui était d'origine russe, avait un frère, et alors il s'appelait Lova. Lova, ça veut dire amour en russe. Et Dieu veut que je le porte et que je le parle, mais je n'ai pas toujours vécu avec mes parents. Et ma mère a été tellement bouleversée lorsque mon oncle, son frère, dans la résistance, grand résistant, a été fusillé au Mont Valérien, jeune, vers 32 ans. Alors, j'étais en pension, Meudon, Chatou, Clamart, etc. Et lorsque j'ai appris sa mort, il avait énormément de cœur, il était remarquable, merveilleux, généreux, et il est mort, fusillé, comme résistant. Alors, j'avais 14 ans, j'étais encore dans les pensionnats, et j'ai écrit ce poème que je vais vous lire à 14 ans. Et je le lis aujourd'hui, il avait paru, et je suis ému et heureux et touché que vous soyez là et de vous le lire. Je suis venu ici avec ma femme aussi, qui est parfaitement au courant de tout. Et voilà. Alors, j'essaye de vous le lire et de parler assez fort. Je ne dois pas oublier que j'étais aussi acteur. Vous croyez? Ah, il faut parler plus près. Là, on n'entend pas. C'est trop fort. La dernière nuit, je suis allongé dans une cellule de pierre. Ma tête est appuyée contre la pierre. Mon corps est appuyé contre la pierre comme de la colle. Ma main caresse le mur rugueux et lisse. Ma main caresse le mur qui glisse, le mur humide comme de la colle. Je vais mourir dans quelques heures. Cette dernière nuit est la plus courte, naturellement. Je vais mourir et je pense au futur. J'ai cessé de me souvenir. J'ai si peur de regretter. Je demande pardon aux hommes de ma patrie, morts pour ma liberté. Je meurs pour les hommes de ma patrie et pour leur liberté. C'est bon. Oh, serons-nous vengés? Oh, seront-ils punis? Je crois en Dieu. Je crois. Je suis allongé dans une cellule de pierre. Je suis allongé dans un carré de nuit. Toute chose est sans valeur pour moi à présent. Je ne suis plus que nuit à présent.
et je ferme les yeux. Je dors, je rêve. Le petit Pousset, avec ses larges bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Toute chose est sans valeur pour moi à présent. Je ne suis plus que nuit à présent. Le petit Pousset avec ses larges bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Déjà, alors, je songe aux campagnes de France, les soirs d'été. Je songe aux nuages violets, les soirs d'orage. Je songe aux herbes mouillées, les soirs de pluie. Je songe au chant des insectes, aux lumières dans les fermes, au silence dans les bois, aux enfants dans les blés. Et c'est un grand calme. La porte de la cellule est ouverte. Je suis sorti. Parmi les bottes, je suis allé dans un monde meilleur. Voilà. Tu es anglais, tu pilotes un Lysander, un de ces avions qui fait la navette entre l'Angleterre et la France. Cette nuit, 8 juin, tu embarques 3 personnes et des caisses d'armes. À minuit, décollage de Togmer. Ça secoue, tu voles. Voilà Cherbourg, le barrage de la Flaque. Tu zigzags, tu montes, tu descends, au milieu d'un feu d'artifice. Tu es passé. Maintenant, il faut trouver l'objectif en suivant les reflets de la lune sur les cours d'eau. Ça y est, enfin, la lettre convenue s'allume en morse. Tu descends de la trouée d'approche. Le baillissage s'allume. Tu atterris dans un champ. Tu stoppes nez à nez avec un pommier. Tu poses une échelle sur le cockpit. Les passagers descendent, sonnez. 2 autres attendent pour embarquer vers Londres. Tu salues le pilote, tu lui donnes un cadeau. Il referme le cockpit et repart. Il est resté 7 minutes. Tu prends en charge le dénommé Léo. Tu lui as déniché un vélo. C'est un bien rare, un vélo. Les gens d'origine juive n'ont pas le droit de posséder un vélo. Les vélos, comme les postes de radio, doivent être déclarés à la police. Tu t'occupes des lampes de balisage. C'est une mission dangereuse et très précise. Tu as appris à les disposer face au vent, quand et comment les allumer. Tu es le chef absolu d'un minuscule terrain d'atterrissage qui ravitaille la résistance de toute la région. Tu as passé la nuit à attendre. Tu déplaces le matériel et les caisses de munitions qu'il faut cacher. C'est maintenant le plus dangereux, le bruit de l'avion a fait alerter la commande à tout. Tu attends. Tu dois cacher un envoyé dans ta maison à Sablonneux-du-Sault, un village. Tu attends. 1 heure, 2 heures. Tu es inquiet. Une patrouille passe et tu as peur. La lune éclaire fort cette nuit. Enfin il arrive. En vélo. Tu lui prépares à manger. Il s'endort. Tu veilles sur lui. Tu es sa femme. Tu fournis des cartes d'alimentation pour les clandestins, les maquisards, les juifs, les persécutés. Tu travailles à la mairie. Tu t'es arrangé pour récupérer des cartes sous de faux noms ou de noms de gens qui ne sont plus là. Autour de toi, dans le village, tu vois des gens faire du marché noir, profiter de la misère, s'enrichir. Toi, tu restes net et tu prends des risques. Tu fais passer la ligne de démarcation par ton champ. Avec ta femme et tes enfants, tu as bien connu des réseaux. Hier, vous avez fait passer la ligne à des enfants, des juifs, séparés de leurs parents. Les jeunes de l'OSE, qui avaient 14-15 ans, s'occupaient de ces enfants. Tu t'es beaucoup exposé. 3 jours avant le débarquement, tu seras arrêté avec toute ta famille. Aucun de vous ne reviendra d'Auschwitz. Ce fut un des derniers convois.
Toi, tu sauves des enfants. Un par un, c'est comme ça. Retrouveront-ils un jour leurs parents? Le plus dur, c'est de retenir par cœur les noms. Les vrais noms, les faux noms. Où est l'enfant? Où est son père? Où est sa mère? Sous quel nom? On ne peut pas garder de liste. Alors, si on te demande comment tu t'appelles, tu dis j'ai... Qu'est-ce que tu dis? Simon Bialik. Chut, non, tu dis Gérard Martin, d'accord? D'accord, Gérard Martin. Pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. C'est pour sauver maman, papa, maman. Tu es d'accord? Pourquoi alors, Gérard Martin? Toi, Simon, tu en as marre. Marre. Qu'est-ce que c'est que ce monde où tu ne peux plus être ce que tu es? Tu en as marre de ne plus aller à l'école, d'avoir perdu tous tes copains. Mais tu penses à tes parents, il faut qu'ils soient fiers de toi. Quand vous vous retrouverez, tu leur as promis quelle fête on fera à ce moment-là. Tu assures la sécurité d'un rendez-vous dénommé Léo. Ton revolver, tu l'as volé à un soldat allemand. Avant, tu étais violoniste, dans un grand orchestre national. Tu as hésité à t'engager, car tu n'avais pas de se blesser aux mains. Mais il le faut. Il faut qu'il soit vaincu. Il le faut. Alors, tu prends ta bonne étoile. Tu verras la libération de Paris. Oui, tu la verras. Tu fais équipe avec celle qu'on appelle la violoniste. Tu es partisan et pourtant tu es allemand. Avant, en Allemagne, tu étais footballeur professionnel. Ta vie, c'était le foot. Un jour, à 19 ans, tu as marqué un but décisif à Stuttgart. Tu savais gagner. Et sur un immense drapeau à croix gammée, tout le stade s'est levé et a hurlé « Heil Hitler !» C'est là que ta vie a basculé. Tu n'as pas crié, tu n'as pas fait le salut nazi, tu es resté immobile. Tu as été condamné à 15 ans de forteresse. Tu as réussi à t'évader et tu as rallié la France. Maintenant, avec les résistants français, tu combats l'armée allemande. Tu es chirurgienne. Tes parents sont venus d'Arménie. À l'hôpital, 2 jeunes t'ont emmené un blessé en pleine nuit. Il avait une balle dans l'épaule. Tu ne l'as pas inscrit sur le registre, tu l'as opéré, tu l'as soigné, puis tu l'as caché. Il est interdit d'opérer un blessé par balle sans le déclarer à la police. Tous ceux qui ont assisté de près ou de loin à cette opération, médecins, infirmiers, anesthésistes, sont en danger. Personne n'a parlé. Tu caches Léo chez toi depuis plusieurs jours. Il a achevé sa mission à rencontrer quantité de gens, établi des contacts. Il tape son rapport sur ta machine à écrire et le transcrit avec une grille de code. Au fur et à mesure, tu brûles ses notes. Il te remet son rapport codé. Tu le roules soigneusement, tu le caches dans le guidon de ton vélo et tu vas le transmettre à un agent de liaison. Tu récupères les documents pour le transmettre à un opérateur radio. Si tu étais en danger, il faudra avaler tous ces papiers. Même codés, ce sont des renseignements qui ne doivent pas tomber entre les mains de la Gestapo. À la Croix-Rouge, où tu travailles. Un jour, quelqu'un vous a remis une lettre trouvée par terre. C'était écrit à remettre à la Croix-Rouge. Le mot disait « Ma chère petite fille, mon cher Gustavo, ta mère écrit sa dernière lettre. Demain, à 6 h, le 10 mai, je ne serai plus. Ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que demain, tu auras un ami heureux. Sois fière de ta mère, mon petit amour. J'ai toujours ton image devant moi. Sois heureuse pour toute ta vie, avec ton père, avec tout le monde. Adieu, mon amour, ta mère, Olga Blancy. » Après avoir lu ça, tu étais déterminée, plus que jamais. Olga Blancy, DFTP, nom de code, Pierrette, 32 ans. Tu es capitaine d'un caboteur de 18 mètres, en pleine tempête, pas loin des maisons, une des zones les plus dangereuses de la côte. Tu salues au passage l'île de Saint, où en 40, tous les hommes de l'île, tous 128, sont partis continuer le combat en Angleterre. Aujourd'hui, tu as embarqué 2 Anglais, 3 Néerlandais, 1 Hongrois, 2 réfractaires français, 1 Espagnol, un ex de brigade internationale et ce Léo. Vous avez rendez-vous avec une vedette de la Navy qui attend au large. D'ailleurs, la voilà. Capitaine! Mission accomplie. Cette chaîne, on peut la rembobiner, la refaire version catastrophe. L'ami qui se défile, le voisin qui dénonce, la lampe oubliée, l'enfant qui oublie son faux nom, la chirurgienne qui refuse d'opérer, l'avion qui s'écrase, etc. Les saloperies ne manquent pas en période troublée. Mais non, cette chaîne a tenu bon, beaucoup d'autres chaînes ont tenu bon, et si la résistance a perduré, si elle était là le jour J, si elle a continué après les victoires à porter l'espoir jusqu'à aujourd'hui,
c'est parce qu'il y a eu ces chaînes de solidarité. C'est parce que toi, et toi, tu as préservé ce qu'il y a de grand et de beau en l'homme, la générosité, le sens de la justice. Oh là là, les grands mots. Vous savez ce que dit Arsène Tchakarian du groupe Manouchian, un compagnon de lutte d'Olga Bancic? Nous ne sommes pas des héros. Il ne faut pas croire que nous n'avions pas peur. Nous avons résisté car nous en avions la possibilité. Pas de travail, pas de famille. Et parce que nous aimions la France, elle nous avait adoptés. Mais il faut imaginer dans quel état nous étions. Pour ma part, je ne mangeais pas. Je n'arrivais pas à avaler. J'avais comme une boule dans la gorge. Je ne dormais pas non plus et si, par épuisement, je finissais par sombrer, je ne faisais que des cauchemars. À la fin de la guerre, je pesais 40 kilos. On se sentit avec nos petites préoccupations, nos petites vies. Petite? Pourquoi petite? On a quelque chose de grand, je dirais même de grandissime. Quoi donc? La vie. Nous sommes vivants, nous avons hérité de tout ça et nous pouvons continuer. Agir, écrire, aimer, faire des choses, créer des liens, des amitiés, faire refleurir. Refleurir? Tu me fais rire? Faire refleurir quoi? Quoi? Eh bien, le meilleur. Tout simplement, le meilleur. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 sta mañana me he levantado y One morning I woke up, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. One morning I woke up and I found the invader. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se che muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Il y a des amants partout, on ne passera pas. Toutes les routes sont barrées. Ça fait 10 heures qu'on tourne. Si j'avance, ils tirent. Désolé de vous avoir pris dans cette galère. Nous rentrons. Non, docteur, rentrez, jamais, ce n'est pas possible. À l'impossible, nul n'est tenu, cher ami. Je connais un responsable de la résistance dans le coin. On lui a demandé pour qui. Commandant Guénou, responsable de la résistance de la région de Cormeilles. Alors. Ah. Alors les gars, je vais vous dire, vous y prenez mal, très mal. La Croix-Rouge, ça ne les impressionne pas, pas du tout. Les Allemands s'en foutent complètement de la Croix-Rouge. Laissez tomber cette bagnole. À prendre une camionnette fermée. Je vais la faire conduire par 2 gendarmes en moto. Des hommes de confiance, des as. Vous allez voir, ils vont prendre tous les risques. Des gendarmes? Ils sont des nôtres. Vous n'avez qu'à rester planqué au bas de la voiture. La camionnette fermée. Moi je conduis, ils ouvrent la voie. Ils tirent s'il le faut, ça passe ou ça casse.
Par contre, je vous dis, ça tire de tous les côtés. Exécution! Docteur, vous venez aussi? Non merci, je n'ai pas de message à porter. Mais vous pouvez avoir encore besoin d'un médecin. Je le crains. Bonne chance. Je vais aller chercher la camionnette et épargner les camarades. On y va, allez-y, montez. Attention Bruno. On y va. On est arrivé. Ah, c'est pas beau la campagne française au mois d'août? Bon, venez. Vous voyez dans le ballon là-bas? Les soldats? Ce sont des Américains. Des Américains? Mon Dieu, des Américains, des Américains. On va pas de pleurer. Des Anglais aussi, des Canadiens. Bon, faites attention. Vous voyez dans la meule là-bas? Il y a derrière la meule. Il y a des Allemands avec des mitrailleuses. Dites aux Américains de se méfier. Et me voici traversant après vers des soldats américains en train de pique-niquer pour un beau jour d'été. Je m'avançais mieux. Je reconnais leur accent, ce sont bien des Américains. Ils me regardent interloqué. Je n'ai pas l'air d'un paysan, je n'ai pas l'air d'un soldat, je n'ai l'air de rien. Je suis le commandant gallois, délégué de la résistance parisienne chargé d'une mission urgente pour le commandement allié. Pouvez-vous me conduire un chef? Ok, monte dans la jeep. Sergent, je vous signale que derrière la meule, il y a des Allemands en embuscade qui nous attendent avec des mitrailleuses. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? On y va. On y est. La ferté vidame, Eure-et-Loire. Un camp américain impressionnant, des tentes partout à perte de vue. Je suis bien un interrogatoire. Il s'assure que je ne sois pas un espion. Ça dure, je réponds aux questions. Ils sont très bien informés sur nos réseaux. C'est ma deuxième nuit sans dormir. À 1h du matin, on me conduit dans une nouvelle tente. Déboule un homme, grand, en bras de chemise, pas coiffé, pas rasé. Qui est son grade? Qui est-ce? Mystère. Que vous avez à me raconter? Au nom du colonel Roll, chef de la résistance intérieure de Paris, je demande à ce qu'on vienne au secours de Paris le plus vite possible. Je ne peux rien faire pour vous. Rien? Pour quelle raison? Pour la raison fort simple qu'une opération comme celle que nous menons en ce moment même, et qui consiste à chasser les nazis de l'Europe tout entière, est une opération qui a été conçue et mûrie longtemps à l'avance. Dans une guerre, voyez-vous, il y a des plans longuement élaborés et qui engagent de nombreux corps d'armée. Du D-Day jusqu'à la victoire finale, nous avons des objectifs. Nous allons les prendre en tenaille comme ça et remonter vers le Rhin. Paris n'est pas un objectif militaire, Paris ne sert à rien, Paris nous retarderait, le plan ne passe pas par Paris. Le plan ne passe pas par Paris? C'est cela. Regardez, on les prend comme ça et nous remontons vers l'Est. Que devons-nous faire alors? Ce que vous pourrez. Quand Hitler sera vaincu, les Allemands quitteront Paris. Dans combien de temps? 6 mois, 1 an, ça dépend de ce qui se passe sur le front de l'Est et à Berlin. Ne vous inquiétez pas, on les aura. Tiens, buvez un coup. Vous ne serez pas trop fatigué pour faire un long voyage? Je suis prêt à tout. Restez ici, vous aurez de nouveaux ordres. 1 heure après, une jeep arrive. Gallois, venez, j'ai hâte de vous emmener à Laval. Je vous en prie, dites-moi, l'homme qui vient de me recevoir, c'était qui? Vous sortez d'où, vous? Tout le monde le connaît ici, c'est le général Patton. Le général Patton? Il vous expédie au grand état-major allié. Nous y serons à 6h du matin. On y est. 6h du matin dans la petite ville de Laval-Mayenne, une jolie propriété privée au milieu d'un parc. Vous êtes le délégué de Paris envoyé par Patton? On vous attend.
J'entre dans un salon de réception. Je suis dans un état second, je n'ai pas dormi. Je vois 15 officiers supérieurs, tous plus galonnés les uns que les autres. Gérard Bradley, voici le délégué des forces françaises de l'intérieur de Paris. Omar Bradley, général des forces alliées. Nous vous écoutons. Soyez bref, nous n'avons pas de temps à perdre. Présentez les choses autrement. Paris est à moitié libéré. La préfecture de police, l'hôtel de ville de Paris et de nombreuses municipalités de banlieue sont aux mains de la résistance. La population parisienne est avec nous. Nous avons très peu d'armes. Nous ne pourrons pas soutenir un long combat de rue. L'Allemagne achemine des renforts. Les monuments ont été minés et ils détruiront Paris. Tout le monde attend les Alliés. Jamais la France ne pardonnera à l'Amérique si elle ne fait pas un geste pour sauver Paris. Vous tombez à pic. Vous arrivez à la minute précise où l'état-major examine le problème de Paris. L'insurrection n'a pas été prévue. De Gaulle est intervenu, Leclerc a été convoqué en urgence et il va arriver à l'aéroport de Laval. Allons-y, vous allez l'informer de la situation à Paris. Merci, vous pouvez disposer. Général Leclerc, voici un délégué du comité parisien de la libération. Je sais, Paris attend, je sais que Paris attend, et aussi ils le savent, je suis bloqué par le haut commandant américain. Nous avons fait nos preuves en Normandie, plus que nos preuves. Il parle de m'envoyer en Bretagne, on ne me donne pas d'essence, on ne me donne pas d'ordre. Depuis l'Afrique, le serment de Koufra, là-bas en Libye, c'était en 41, avec une centaine d'Européens évadés, 250 péaristes, des Tchadiens, les premiers à avoir connu la France libre, les Camerounais aussi. Nous étions les premiers, mes hommes attendent, ils attendent l'ordre de marcher sur Paris. Vous pourriez peut-être, de votre propre chef, détacher une petite unité blindée qui irait au secours des Parisiens. Détacher une petite unité blindée qui irait au secours des Parisiens? Une unité blindée qui irait au secours des Parisiens pour prendre Paris, il faut vraiment une division. Une division alors? Vous croyez qu'on déplace une division comme ça, vous? Et hop! Omar Bradley, nous allons avoir la réponse. Général Leclerc, conformément pris aux engagements avec le général de Gaulle, une division française sera la première à entrer sur Paris et ce sera la vôtre. Vous avez l'autorisation de marcher immédiatement sur Paris avec la deuxième division blindée. Monsieur, nous serons trois à supporter les conséquences, face ou néfaste de ce changement de plan. Vous, parce que vous l'exécuterez, moi, parce que j'en ai pris la décision. Et vous, l'envoyé des Parisiens, parce que la décision a été prise après votre intervention. Général, à vos ordres. Merci. Nous sommes le 22 août, il est 19h15. Dans 2 jours, nous serons à Paris. Tout recommencer. Pour la vie, la justice, la tolérance et la beauté, les résistants sont là, toujours jeunes. Allons vers l'avenir.